Chapitre 4. Cachette. Dans nombre de légendes et contes d'autrefois qui parlent du vif, on affirme qu'un usager du vif finit par acquérir de multiples traits de son animal de lien. Certaines histoires, parmi les plus effrayantes, soutiennent même qu'un tel individu devient capable, avec le temps, de prendre l'aspect de l'animal en question. Mais ceux qui possèdent une connaissance intime de cette magie m'ont assuré du contraire. S'il est vrai qu'une personne douée du vif peut adopter certaines manières de son compagnon de lien, jamais celle qui est liée à un aigle ne se verra pousser des ailes. Pas plus que celle qui partage l'esprit d'un cheval ne se mettra à hennir. Le temps passant, l'usager approfondit sa compréhension de son animal de lien, et plus longtemps un humain et une bête restent liés, plus leurs attitudes se ressemblent. D'ailleurs, l'animal a tout autant de chances d'acquérir les manières et les traits de caractère de l'humain que l'humain d'adopter les siens. Cependant, cela ne se produit qu'au bout d'une longue période de profonde intimité. Nick partageait l'avis de Buriche sur l'heure où la journée commençait. Ce fut le bruit de ces hommes en train de sortir les chevaux qui me réveilla. La porte ouverte laissait entrer un vent glacé. Autour de moi, dans l'obscurité, mes compagnons sortaient eux aussi du sommeil. Une enfant pleurait d'être tirée si tôt de ses couvertures. Sa mère s'efforça de la faire taire. Molly, me dis-je, pris d'une brusque nostalgie. Molly, quelque part, qui fait taire ma fille. Qu'y a-t-il? Ma compagne a mis bas un petit, très loin d'ici. Inquiétude immédiate. Et qui va chasser pour les nourrir? Ne faut-il pas les rejoindre? Cœur de la meute s'occupe d'elle. Ah, naturellement, j'aurais dû m'en douter. Il a beau le nier, il a l'esprit de la meute. Tout va bien alors. Tout en me levant et en roulant mes couvertures, je songeais que j'aimerais pouvoir accepter la situation avec autant d'aisance que le loup. Je savais que Buriche prendrait soin d'elle, c'était dans sa nature. Je n'avais qu'à me rappeler les années qu'il avait passées à m'élever. Souvent, alors, j'avais éprouvé de la haine pour lui. Aujourd'hui, je ne voyais pas de meilleur protecteur pour Molly et ma petite, à part moi-même. J'aurais 1000 fois préféré être celui qui veillait sur elle, même s'il fallait bercer un nourrisson qui pleurait au milieu de la nuit. Encore que, pour l'instant, j'eusse apprécié que la femme trouve un moyen de réduire sa fille au silence. Je payais mes écoutes d'art de la nuit passée d'une épouvantable migraine. La solution paraissait être de s'adresser à l'estomac de l'enfant, car elle se calma dès qu'elle fut en possession d'un morceau de pain et de gâteau de miel. Nous partageâmes un petit déjeuner hâtif, avec de la tisane pour seul aliment chaud. Je remarquai la raideur des mouvements de Caudron et la pris en pitié. Je lui apportai une chope de tisane sur laquelle elle referma ses doigts tordus pendant que je roulais ses couvertures. Jamais je n'avais vu de mains aussi déformées par les rhumatismes. On eût dit des cerfs. D'après une vieille amie à moi, la piqûre des orties lui faisait du bien aux mains quand elle souffrait, lui glissai-je, tout en fermant son paquetage. Trouvez-moi des orties qui poussent sous la neige, jeune homme, et j'essayerai, répondit-elle sèchement. Mais quelques instants plus tard, elle m'offrait une pomme séchée de sa maigre réserve, et je l'acceptai avec mes remerciements. Je déposai nos affaires dans la carriole et passai le harnais à la jument pendant qu'elle finissait sa tisane. Dehors, je n'aperçus nulle part œil de nuit. Je chasse. J'aimerais être avec toi. Bonne chance. Ne faut-il pas parler le moins possible pour éviter que Royal ne nous entende? Je ne répondis pas. La matinée était froide et claire, d'un éclat presque pénible après la chute de neige de la veille. Le vent qui venait de la rivière, encore plus polaire que le jour précédent, me donnait l'impression de transpercer mes vêtements, d'enfoncer ses doigts glacés dans la moindre ouverture de mes poignets et de mon col. J'ai des caudrons à monter dans la carriole, puis plaçai une couverture sur ses épaules. Votre mère vous a bien élevé, Tom, dit-elle avec une gentillesse qui n'avait rien de fin. Je n'en fis pas moins la grimace. Astérie et Nick bavardaient entre eux en attendant que chacun fût prêt à reprendre la route. Quand tous les préparatifs furent achevés, la ménestrelle monta sur son poney des montagnes et prit place aux côtés de Nick en tête de notre procession. Je songeais à cette occasion que Nick Grappin
ferait un meilleur sujet de ballade que fils de chevalerie. Si, à la frontière des montagnes, j'arrivais à convaincre Astérie de repartir avec lui, mon existence s'en trouverait grandement simplifiée. Je me concentrais sur mon travail de conducteur. Je n'avais toutefois guère à faire en dehors d'empêcher la jument de se laisser distancer par le chariot des pèlerins, ce qui me laissait le temps d'observer le pays que nous traversions. Nous regagnâmes la route peu fréquentée que nous avions empruntée la veille, et continuâmes de suivre la rivière vers l'amont. Des arbres clairsemés poussaient sur les rives, mais un peu plus loin, le terrain vallonné n'était plus couvert que de buissons et de broussailles. Des rigoles et des ravines coupaient notre chemin pour se jeter dans la rivière. Apparemment, en d'autres temps, l'eau ne manquait pas dans la région, peut-être au printemps, mais à présent le pays était aride, en dehors de la neige que le vent transportait à son gré comme du sable, et de la rivière dans son lit. Pierre, c'est la ménestrelle qui vous faisait sourire. Qui vous fait froncer les sourcils aujourd'hui demanda Caudron à mi-voix. Je songeais que c'était pitié de voir ce qu'était devenue cette riche région. Vraiment fit-elle sèchement. Parlez-moi de votre prophète, dis-je, surtout pour changer de conversation. Ce n'est pas mon prophète, répliqua-t-elle d'un ton acerbe. Puis elle se radoucit. Je cours sans doute après la lune. Celui que je cherche ne se trouve peut-être même pas au bout de notre route. Et cependant, à quoi de mieux employer mes vieilles années que chasser une chimère? Je gardai le silence. Je commençais à m'apercevoir que c'était le genre d'attitude qui me valait ses meilleures réponses. Savez-vous ce que je transporte dans cette carriole, Tom? Des livres, des manuscrits et des rouleaux de parchemin que j'amasse depuis des années. Je me les suis procurés dans de nombreux pays et j'ai appris bien des langues et bien des alphabets. Et dans beaucoup de régions, j'ai trouvé mention d'innombrables reprises des prophètes blancs. Ils apparaissent au moment critique de l'histoire. Ils la façonnent. Certains disent qu'ils viennent mettre l'histoire sur la voie qui doit être la sienne. Il en est qui croient, Tom, que le temps est un cercle et l'histoire est une vaste roue qui tourne inexorablement. Les saisons vont et viennent, la lune poursuit inlassablement son cycle et le temps fait de même. Les mêmes guerres éclatent, les mêmes fléaux s'abattent, les mêmes personnages, bons ou mauvais, accèdent au pouvoir. L'humanité est prise au piège sur cette roue, condamnée à répéter éternellement les erreurs qu'elle a déjà commises. Sauf si quelqu'un vient modifier cet état de fait. Loin dans le sud, il est un pays où l'on est convaincu qu'à chaque génération naît un prophète blanc quelque part dans le monde. Il ou elle paraît, et si l'on tient compte de son enseignement, le cycle de temps prend une meilleure voie. Si on le néglige, le temps s'engage sur un chemin plus ténébreux. Elle se tut comme si elle attendait une réponse de ma part. Je n'ai jamais entendu parler de ces enseignements, dis-je. Cela m'aurait étonné. C'est très loin d'ici que j'ai commencé à étudier ces choses. On affirme là-bas que si les prophètes échouent les uns après les autres, l'histoire répétée du monde ira en empirant jusqu'à ce que le cycle entier du temps, soit des centaines de milliers d'années, ne soit plus que malheur et injustice. Et si on écoute le prophète? Chaque fois que l'un d'eux réussit, la tâche est plus simple pour le suivant. Et lorsqu'un cycle tout entier passera, où chaque prophète sera écouté, le temps lui-même s'arrêtera. Ils œuvrent donc à faire advenir la fin du monde? Pas la fin du monde, Tom. La fin du temps. Ils travaillent à libérer l'humanité du temps, car il nous asservit tous. Le temps qui fait vieillir, le temps qui nous limite. Songez au nombre d'occasions où vous auriez voulu disposer de plus de temps pour quelque chose, ou pouvoir revenir au jour d'avant afin d'accomplir un acte différemment. Quand l'humanité sera libérée du temps, les anciennes injustices pourront être corrigées avant d'avoir été commises. Elle poussa un soupir. Je crois que l'heure est venue pour l'apparition d'un de ces prophètes, et mes lectures me conduisent à penser que le prophète blanc de notre génération se lèvera dans les montagnes. Mais vous êtes seul dans votre quête. D'autres ne partagent-ils pas votre point de vue? Si, beaucoup. Mais rares, très rares, sont ceux qui se mettent à la recherche d'un prophète blanc.
C'est le peuple chez qui le prophète est envoyé qui doit l'écouter. Les étrangers ne doivent pas s'en mêler sous peine de fausser pour toujours le cycle du temps. J'en étais encore à essayer de débrouiller ce qu'elle avait déclaré à propos de la nature du temps. J'avais l'impression que ce concept faisait comme un nœud dans ma pensée. Caudron se tut, et je réfléchis le regard fixé entre les oreilles de la jument. Du temps pour revenir en arrière, et ne pas mentir à Molly. Du temps pour suivre Gerpu, le scribe, au lieu de devenir l'apprenti d'un assassin. Caudron m'avait donné de quoi songer. Nous restâmes un long moment silencieux. Œil de nuit revint peu après midi. Il sortit des arbres d'un air décidé pour se mettre à trotter le long de notre carriole, et la jument lui jeta des regards apeurés en s'efforçant de démêler son odeur de loup de son attitude de chien. Je tendis mon esprit et la rassurai. Il nous accompagnait depuis quelque temps déjà quand Caudron l'aperçut. Elle se pencha devant moi pour mieux voir, puis elle se redressa. « Il y a un loup près de notre carriole, fit-elle. C'est mon chien, mais il a du sang de loup, c'est vrai, répondis-je d'un ton dégagé. Caudron se pencha de nouveau pour l'observer, puis elle me regarda. Je gardai une expression paisible. Elle se rassit. Ainsi, aujourd'hui, on confie la garde des brebis à des loups, en serre, dit-elle. Et ce fut tout. Nous poursuivîmes régulièrement notre progression le reste de la journée. Nous n'aperçûmes aucun autre voyageur, rien qu'une petite cabane isolée, au loin d'où montait un ruban de fumée. Le froid et le vent demeuraient constants, mais n'en étaient pas plus faciles à supporter à mesure que le jour avançait. Les visages des pèlerins du chariot devant nous pâlissaient peu à peu, les nez rougissaient, et une femme avait les lèvres bleuissantes. Ils étaient serrés comme harengs en casque, mais cela ne paraissait pas les protéger du froid. Je faisais remuer mes orteils dans mes bottes pour les maintenir irrigués, et je transférais les guides d'une main à l'autre pour me réchauffer les doigts sous mon aisselle. J'avais mal à l'épaule, et la douleur avait gagné tout mon bras au point que même la main m'élançait. Mes lèvres étaient sèches, mais je n'osais pas les humecter par crainte des gerçures. Bien peu d'éléments sont aussi pénibles à supporter qu'un froid constant, et ce devait être une torture pour Caudron. Elle ne se plaignait pas, mais à mesure que le jour s'écoulait, elle paraissait rapetissée dans sa couverture, et son silence ne faisait que manifester davantage sa détresse. La nuit n'était pas encore tombée quand Nick nous fit quitter la route pour nous engager sur une longue piste en côte, presque effacée par la neige. Le seul signe par lequel je devinais sa présence était la moindre quantité de touffes d'herbe qui pointaient de la neige. Mais Nick paraissait la connaître bien, et les contrebandiers, sur leurs chevaux, ouvrirent la voie au chariot. La petite jument de Caudron n'en eut pas moins du mal à avancer. Une fois, je regardai en arrière et vis la main du vent adoucir nos traces au point de les réduire à de vagues ondulations dans le paysage enneigé. La contrée que nous traversions ne semblait marquée d'aucun trait particulier, sinon un doux vallonnement. Nous parvînmes enfin au sommet de la longue côte, et devant nous, invisible depuis la route, apparut un groupe serré de bâtiments. Le soir tombait, une seule fenêtre était illuminée, mais, comme nous nous rapprochions sur la piste sinueuse, de nouvelles bougies s'allumèrent, et Œil de Nuit capta une odeur de fumée dans le vent. On nous attendait. Les maisons n'étaient pas anciennes, et paraissaient même avoir été achevées tout récemment. Parmi elles figurait une vaste grange. Sans dételer les chariots, nous y fîmes descendre les chevaux. En effet, le sol en avait été excavé, si bien qu'elle était à demi enterrée. Ce profil bas expliquait que nous ne l'eussions pas aperçu de la route, et elle avait sans doute été ainsi conçue dans ce dessin. Si l'on ignorait l'existence du hameau, il était impossible de le découvrir. La terre de l'excavation avait été entassée autour de la grange et des autres bâtiments. Enfermés entre les murs épais, la porte fermée, nous n'entendions même plus le vent. Une vache à lait s'agita dans sa case quand nous libérâmes les chevaux et les installâmes dans de stalles voisines, de paille, de foin et d'un abreuvoir rempli d'eau fraîche. Les pèlerins avaient quitté leur chariot et j'aidai Caudron à descendre de la carriole quand la porte de la grange s'ouvrit à nouveau.
Une jeune femme d'allure féline, avec une masse de cheveux roux, entra d'un air furieux et alla se planter devant Nick, les poings sur les hanches. Qui sont tous ces gens et pourquoi les as-tu emmenés ici? À quoi sert une cachette dont la moitié du pays peut connaître l'existence? Nick confia sa monture à l'un de ses hommes et se retourna vers la femme. Sans un mot, il l'attira dans ses bras et l'embrassa. Mais au bout d'un moment, elle le repoussa. Qu'est-ce que tu... Ils m'ont bien payé. Ils ont leurs propres vivres, ils peuvent se débrouiller ici pour la nuit. Ils reprendront la route des montagnes demain. Là-bas, personne ne s'intéresse à ce que nous faisons. Il n'y a aucun risque tel. Tu te fais trop de soucis. Je suis bien obligé de me faire du souci pour deux, puisque tu n'as pas assez de bon sens pour t'en faire tout seul. J'ai préparé à manger, mais pas pour autant de gens. Pourquoi n'as-tu pas envoyé un oiseau me porter un message? Je l'ai fait. Il n'est pas arrivé. Il a peut-être été retardé par la tourmente. Tu dis toujours ça quand tu n'y as pas pensé. Allons, n'en parlons plus, ma jolie. J'apporte de bonnes nouvelles. Je te les dirai chez toi. Et ils sortirent. Nick, le bras autour de la taille de la jeune femme, charge à ses hommes de s'occuper de nous. Il y avait de la paille pour dormir et toute la place nécessaire pour les pendre. Dehors, un puits permettait de se fournir en eau. Et à une des extrémités de la grange, un petit âtre fumait abominablement, mais suffisant pour faire de la cuisine. Il ne faisait pas chaud dans la grange, sauf en comparaison de la température extérieure, mais nul ne se plaignait. Œil de Nuit était demeuré dehors. Ils ont un poulailler bien plein, annonça-t-il. Et aussi un pigeonnier. N'y touche pas, répondis-je. Astérie s'apprêtait à suivre les hommes de Nick lorsqu'ils sortirent à leur tour et lui barrèrent le chemin à la porte. Vous devez tous rester à l'intérieur. Ordre de Nick. Celui qui avait parlé me jeta un regard chargé de sous-entendus. Puis, plus fort, faites provision d'eau, dès maintenant, parce qu'on va verrouiller la porte. Ça empêche mieux le vent d'entrer. Personne ne fut dupe de cette déclaration, mais nul ne la contesta. Manifestement, moins nous en savions sur la cachette, mieux cela valait. C'était compréhensible. Aussi, au lieu de nous plaindre, nous allâmes chercher de l'eau. Par habitude, je remplis les abreuvoirs, au 5e seau. Je me demandais si je perdrais jamais le réflexe de m'occuper d'abord des animaux. Les pèlerins, eux, s'étaient seulement intéressés à leur propre confort, et je sentis bientôt l'odeur du repas qui cuisait dans la cheminée. À moi, j'avais de la viande séchée et du pain dur. Ce serait suffisant. Tu pourrais venir chasser avec moi. Le gibier ne manque pas dans la région. Il y avait un potager ici cet été, et les lapins viennent se nourrir des tiges qui restent. Il était couché à l'abri du poulailler, un cadavre sanglant de lapin entre les pattes avant. Tout en mangeant, il garda un œil sur le potager enneigé, à l'affût de nouvelles proies. Morose, je mâchonnais une lanière de viande boucanée tout en entassant de la paille pour faire un lit à Caudron dans le box voisin de celui de sa jument. Je jetai sa couverture par-dessus la paillasse lorsqu'elle revint du foyer, sa bouilloire à la main. « Qui vous a demandé de vous occuper de mon couchage ?» fit-elle sèchement. Comme je m'apprêtais à répondre, elle ajouta. « J'ai de la tisane, si vous en voulez, et si vous avez une timbale. La mienne est dans mon pactage, au fond de la carriole. Vous trouverez aussi du fromage et des pommes sèches. Rapportez-les-nous, vous serez gentil. » Alors que j'obéissais à ses instructions, j'entendis Astérie entonner une chanson, accompagnée de sa harpe. Elle chantait pour payer son dîner, sans doute. Bah, tous les ménestrels du monde en faisaient autant, et elle ne terminerait sûrement pas la soirée le ventre vide. Je rapportai à Caudron son pactage, et elle m'alloua une généreuse portion de ses vivres, tandis qu'elle-même se contentait d'une part frugale. Nous nous assîmes sur nos couvertures pour manger. Elle passa le repas à me jeter des coups d'œil, et elle finit par déclarer. « Vos traits me sont familiers, Tom. De quelle partie de Serre avez-vous dit venir ?»« Bourg de Castelserre, répondis-je sans réfléchir. Ah, et comment s'appelait votre mère? J'hésitais, puis. Valmerlan. Elle avait tellement d'enfants qui grouillaient en tout Bourg de Castelserre qu'il devait bien y en avoir
y en avoir un nommé Tom. Des pêcheurs! Comment un fils de pêcheur est-il devenu berger? Mon père gardait aussi des troupeaux, fis-je en improvisant. Avec ces deux métiers, nous arrivions à nous débrouiller. Je vois. Et vos parents vous ont enseigné les manières de la cour dues aux vieilles femmes. Et vous avez un oncle dans les montagnes. Vous avez une famille remarquable, Tom. La passion des voyages l'a pris très jeune, et il a fini par s'installer là-bas. Le harcèlement auquel elle me soumettait commençait à me faire transpirer, et elle s'en rendait compte. De quelle partie de Serre avez-vous dit être originaire demandai-je à brûle-pourpoint. Je ne l'ai pas dit, rétorqua-t-elle avec un petit sourire. Astérie apparut soudain à la porte du box. Elle se jucha dessus et se pencha vers nous. D'après Nick, nous devrions traverser la rivière dans 2 jours, annonça-t-elle. Je hochai la tête sans répondre. Elle entra, se dirigea vers le fond du box et jeta, l'air de rien, son sac près du mien, puis elle s'y adossa, sa harpe sur les genoux. Il y a 2 couples près de la cheminée qui ne cessent de se chamailler. Leur pain de voyage a pris un peu l'eau et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de se rejeter la faute les uns sur les autres. En plus, un des gosses est malade. Il vomit tripes et boyaux, le pauvre. L'homme qui est le plus furieux à cause du pain humide répète que c'est jeter la nourriture par les fenêtres que de lui donner à manger tant il vomit. Ce doit être Ali. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi veule et près de ses sous, fit Caudron avec bonne humeur. Le petit, c'est Selk. Il est constamment plus ou moins malade depuis notre départ de Chalcède. Et il l'était sûrement avant, sans doute. À mon avis, sa mère croit qu'il peut trouver la guérison au sanctuaire d'Eda. Elle s'accroche à des fœtus de paille, mais elle en a les moyens. Enfin, elle les avait. Les 2 femmes se mirent alors à bavarder sur le sujet tandis qu'adossé dans un coin, je m'assoupissais en n'écoutant que d'une oreille. Dans 2 jours, la rivière, et combien de temps encore jusqu'aux montagnes? J'interrompis la conversation pour me renseigner auprès d'Astérie. D'après Nick, c'est impossible à dire. Tout dépend du temps, mais il m'a conseillé de ne pas m'en faire. Elle effleura distraitement les cordes de sa harpe. Presque aussitôt, 2 enfants apparurent à la porte du box. Tu vas encore chanter? Demanda l'un d'eux. C'était une petite fille maigrichonne de 5 ou 6 ans, attifée d'une robe qui avait fait beaucoup d'usage. Elle avait de la paille dans les cheveux. Ça vous ferait plaisir? Pour toute réponse, ils entrèrent d'un bond pour s'asseoir de part et d'autre d'elle. Je m'attendais que Caudron récriminât contre cette invasion, mais elle ne dit rien, même quand la fillette vint s'installer confortablement contre elle. Au contraire, de ses doigts tors, la vieille femme se mit à ôter les bouts de paille de ses cheveux. La fillette avait les yeux noirs et serrait contre elle une poupée au visage brodé. Comme elle souriait à Caudron, je compris qu'elle se connaissait. Chante celle sur la vieille et le cochon, fit le petit garçon d'un ton implorant. Je me levai en ramassant mon pactage. Il faut que je dorme un peu, dis-je en guise d'excuse. La présence des enfants m'était soudain devenue insupportable. Je trouvai un box vide plus près de la porte de la grange et y fis mon lit. J'entendais le murmure des pèlerins autour de la cheminée. Ils ne paraissaient pas être d'accord entre eux. Astérie chanta la chanson sur la vieille, l'échalas et le cochon. Puis une autre qui parlait d'un pommier. Au bruit de pas que je perçus, quelques personnes s'étaient approchées pour écouter la musique. Je fermai les yeux en songeant qu'elle ferait mieux de dormir. Il faisait noir et plus rien ne bougeait quand la ménestrelle vint me rejoindre. Dans l'obscurité, elle me marcha sur la main, puis faillit me lâcher son sac sur la tête. Je ne dis rien, même quand elle s'allongea près de moi. Elle étendit ses couvertures sur nous 2, puis se glissa avec force ce tortillement sous la mienne. Je ne réagis pas. Soudain, je sentis sa main sur mon visage. Fitz, chuchota-t-elle. Quoi? Quelle confiance accordez-vous à Nick? Je vous l'ai dit, aucune. Mais je pense qu'il nous conduira dans les montagnes, ne serait-ce que par orgueil personnel. Je souris. Un contrebandier se doit d'avoir une réputation sans tache parmi ceux qui connaissent ses activités.
Il nous mènera à destination. Vous étiez fâché contre moi aujourd'hui? Comme je ne répondais pas, elle reprit. Vous m'avez lancé un regard si sévère ce matin. Est-ce que le loup vous gêne? Demandai-je, sans embâge. C'est donc vrai? Fit-elle à mi-voix. Vous en doutiez? De l'histoire du vif, oui. Je croyais que c'était un mensonge pour vous noircir, que le fils d'un prince puisse avoir le vif. Vous paraissiez pas le genre d'homme à partager la vie d'une bête. Son ton disait clairement ce qu'elle pensait d'une telle attitude. Eh bien si. Une flamèche de colère m'incita à la franchise. Il est tout pour moi, tout. Jamais je n'ai eu d'ami plus fidèle, prêt à donner sa vie pour moi sans la moindre question. Et davantage que sa vie. Être prêt à mourir pour l'autre, c'est une chose. C'en est une autre de sacrifier pour son compagnon l'existence qu'on aurait pu mener. C'est ça le don qu'il me fait, la même loyauté que celle qui m'attache à mon roi. Mes propres paroles me firent réfléchir. Je n'avais jamais envisagé notre relation en ces termes. Un roi et un loup, murmura Astérie. Plus bas encore, elle ajouta. Il n'y a personne d'autre à qui vous teniez? Si, Molly. Molly. Elle est chez nous, en serre. C'est mon épouse. Un étrange petit frémissement de fierté me parcourut en prononçant ces mots. Mon épouse. Astérie se redressa brusquement et un courant d'air froid coula sous les couvertures. Je tirai en vain dessus pour les ramener sur moi, quand elle demanda. Une épouse? Vous avez une femme? Et un enfant, une petite fille. Malgré le froid et l'obscurité, je sentis un sourire radieux apparaître sur mes lèvres. Ma fille, fis-je à mi-voix, simplement pour l'effet d'entendre le mot. J'ai une femme et une fille chez nous. Elle se rallongea d'un bloc près de moi. Ce n'est pas vrai, dit-elle dans un chuchotement rauque. Je suis ménestrel, Fitz. Si le bâtard s'était marié, ça se serait su. D'ailleurs, d'après la rumeur, vous étiez promis à Célérité, la fille du duc Brondy. Le mariage a eu lieu discrètement. Ah, je vois. Vous n'êtes pas marié en réalité. Vous avez une compagne. Voilà ce que vous voulez dire. Molly est mon épouse, rétorquai-je fermement, piqué au vif. C'est mon épouse dans tous les aspects qui comptent pour moi. Et dans ceux qui comptent pour elle? Et pour un enfant? Demanda la ménestrelle à mi-voix. Je pris une grande inspiration. Quand je reviendrai, c'est la première chose à laquelle j'apporterai remède. J'en ai la promesse de Vérité lui-même. Quand il sera roi, je pourrai épouser qui bon me semblera. Une partie de moi-même s'épouvantait de la franchise avec laquelle je parlais. Une autre partie demandait quel mal cela peut-il faire qu'elle soit au courant? Et c'était un soulagement de pouvoir enfin m'épancher. Ainsi vous allez bel et bien retrouver Vérité? Je suis au service de mon roi. Je vais apporter toute l'aide que je pourrai à Ketriken et à l'héritier de Vérité. Après quoi, je pousserai jusqu'au-delà des montagnes à la recherche de mon roi pour lui rendre son trône, afin qu'il chasse les pirates rouges des côtes des Six-Duchés et que la paix revienne. L'espace d'un moment, on n'entendit plus que le vent mordant qui soufflait sur la grange. Puis Astérie soupira doucement. Accomplissez-en seulement la moitié, et je tiens mon épopée. Je n'ai nul désir de devenir un héros. Je veux seulement faire ce qui est nécessaire pour avoir la liberté de vivre ma propre vie. Pauvre Fitz, personne n'a jamais cette liberté. Pourtant, vous me paraissez très libre. Ah oui, moi, j'ai l'impression qu'à chaque pas, je m'enfonce davantage dans un marécage, et que plus je me débats, plus je m'englue. Comment ça? Elle eut un rire étranglé. Regardez autour de vous. Je dors dans la paille et je chante pour me payer mon dîner dans l'espoir qu'il existe un moyen de traverser la rivière et d'arriver aux montagnes. Mais si ça se réalise, en aurais-je atteint mon but pour autant? Non. Je devrais encore m'accrocher à vos choses en attendant que vous accomplissiez quelque haut fait digne d'une ballade. Rien ne vous y oblige, répondis-je, atterré par cette perspective. Pour y aller votre chemin, poursuivre votre carrière de ménestrel.
Vous paraissez bien vous débrouiller. Bien, répéta-t-elle. Bien pour une ménestrelle, itinérante, oui. Vous m'avez entendu chanter, Fitz. J'ai une bonne voix et des doigts agiles. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. Or, il faut l'être pour gagner une place de ménestrel de château. Et encore, cela en supposant qu'il restera des châteaux dans 5 ou 6 ans. Je n'ai aucune envie de chanter pour un public de pirates rouges. Nous nous tûmes un moment, perdus dans nos pensées. Je n'ai plus personne, reprit-elle enfin. Mes parents et mon frère sont morts. Mon vieux maître est mort. Le seigneur Bronze est mort, qui m'avait pris sous son aile, surtout à cause de mon maître. Ils sont tous morts lorsque le château a brûlé. Les pirates m'ont laissé pour morte moi aussi. Vous savez, sans quoi je le serais vraiment. Pour la première fois, je perçus dans sa voix la trace d'une terreur ancienne. Elle se tut quelque temps, plongée dans des souvenirs qu'elle ne voulait pas évoquer. Je me tournai face à elle. Je ne peux plus compter que sur moi-même. Moi-même, c'est tout. Et il y a une limite au temps qu'un ménestrel peut passer à errer d'auberge en auberge en chantant pour gagner sa vie. Si on désire une vieillesse confortable, il faut gagner une place dans un château. Et cela, seule une très grande balade me le donnera, Fitz. Et je n'avais plus guère de temps pour en trouver une. Sa voix se fit murmure, et je sentis son souffle chaud quand elle ajouta. C'est pourquoi je vous suis, car des événements considérables semblent se produire dans votre sillage. Des événements considérables répétai-je sur un ton moqueur. Elle se rapprocha de moi. Oui, des événements considérables. L'abdication du prince Chevalerie, la victoire sur les pirates rouges à l'île de l'Andouillé. Et n'est-ce pas vous qui avez sauvé la reine Kétriken des Forgisés le soir où elle avait été attaquée, juste avant la chasse de la reine Renarde? Ah, voilà une chanson que j'aimerais avoir écrite. Et je ne parle même pas de l'émeute que vous avez déclenchée lors du couronnement du prince royal. Et puis encore, voyons. Vous ressuscitez d'entre les morts. Vous tentez d'assassiner Royal en plein guet de négoce, et vous vous échappez sans une égratignure. Ensuite, vous tuez une demi-douzaine de ses gardes, tout seul, alors que vous êtes enchaîné. J'avais le pressentiment que j'aurais dû vous suivre ce jour-là. Bref, je pense avoir de bonnes chances d'assister à quelque haut fait si je ne vous quitte pas d'une semelle. Je n'avais jamais considéré ces événements comme si je n'étais responsable. J'avais envie de protester que je n'avais été à l'origine d'aucun d'entre eux, que je m'étais simplement laissé prendre entre les meules de l'histoire. Mais je me contentais de soupirer. Tout ce que je désire, c'est rentrer chez moi, retrouver Molly et notre petite fille. Elle partage sans doute ce désir. Ce doit être dur pour elle de se demander quand vous reviendrez, et si même vous reviendrez. Elle ne se demande rien. Elle me croit mort. Il y eut un instant de silence, puis, d'un ton hésitant. Fitz, si elle vous croit mort, comment pouvez-vous espérer qu'elle va vous attendre? Elle ne va pas trouver quelqu'un d'autre. J'avais imaginé une douzaine de dénouements possibles. Je pouvais périr avant de rentrer chez nous, ou bien, à mon retour, Molly me traitait de menteur et de magicien du vif. En tout cas, je m'attendais à coup sûr qu'elle m'en veuille de ne pas lui avoir annoncé que j'étais toujours vivant. Mais je comptais lui expliquer que je la croyais avec un autre homme et heureuse. Et alors, elle comprendrait et me pardonnerait. Après tout, c'était elle qui m'avait abandonné. Mais jamais je n'avais envisagé de rentrer pour découvrir qu'elle m'avait remplacé. Fou que j'étais-je. Refuser de prévoir cette éventualité simplement parce que c'était la pire. Je ferais bien de l'avertir, dis-je. Plus à moi-même qu'à l'intention d'Astérie. Il faut que je lui envoie un message. Mais je ne sais pas exactement où elle vit, ni à qui confier un tel message. Depuis quand l'avez-vous quittée? Demanda la ménestrelle. Au lit. Depuis près d'un an. Un an? Ah, les hommes, souffla Astérie. Ils s'en vont à la guerre ou en voyage, et ils croient pouvoir reprendre le cours normal de leur existence à leur retour. Croyez que les femmes que vous abandonnez vont s'occuper des champs, élever les gosses, réparer le toit, nourrir la vache.
si bien qu'en revenant, vous trouverez votre fauteuil toujours au coin du feu et du pain frais sur la table. Ah oui, et encore chaud, prêt à servir, qui n'attend que vous dans votre lit. Je sentais sa colère monter. Depuis combien de jours êtes-vous parti? Peu importe, ce sont autant de jours où elle a dû se débrouiller sans vous. Le temps ne s'arrête pas pour elle, simplement parce que vous n'êtes pas là. Comment l'imaginez-vous? En train de bercer votre petite près d'un bon feu? Et si vous vous trompiez? Si la petite fille était seule à la maison, à pleurer dans son lit sans personne pour s'occuper d'elle, pendant que Molly est dehors, sous une pluie battante, à essayer de couper du bois parce que le feu s'est éteint, alors qu'elle faisait des allers-retours incessants entre chez elle et le moulin pour faire moudre un peu de blé. Je repoussai l'image qu'elle m'imposait. Non, Burich ne laisserait pas cela arriver. Je l'imagine sous bien des aspects, et pas seulement dans les moments heureux, dis-je pour me défendre. De plus, elle n'est pas complètement seule. Un de mes amis s'occupe d'elle. Ah, un ami, fit Astéride d'un ton doucereux. Il est beau, spirituel et assez hardi pour voler le cœur de n'importe quelle femme. J'eus un grognement de dédain. Non, il est plus vieux que moi, il est entêté et il a un mauvais caractère. Mais il est ferme comme un roc et on peut compter sur lui. Et il est délicat. Il traite toujours bien les femmes, poliment et avec gentillesse. Il s'occupera bien de Molly et de la petite. Je souris à part moi, car je savais mon propos vrai quand j'ajoutais. Il tuera le premier qui fera mine de les menacer. Il est ferme comme un roc, on peut compter sur lui et il est délicat. Et il traite bien les femmes. Astérie avait pris un ton d'intérêt fin. Vous savez à quel point de tels hommes sont rares. Dites-moi qui c'est, je le veux pour moi. Si votre Molly accepte de le laisser partir, bien sûr. Je l'avoue, je me sentis un instant mal à l'aise. Un jour, Molly m'avait dit par taquinerie que j'étais le plus bel homme des écuries depuis Burich. Et, comme je me demandais si je devais prendre cela comme un compliment, elle avait déclaré qu'il était fort bien considéré parmi les femmes malgré son caractère taciturne et distant. Avait-elle jamais eu des vues sur lui? Non, c'est avec moi qu'elle avait fait l'amour ce jour-là. À moi qu'elle s'était accrochée, bien que nous ne puissions nous marier. Non, c'est moi qu'elle aime, et rien que moi. C'est involontairement que je m'étais exprimé tout tôt. Et le ton de ma voix dut toucher une corde tendre chez Astérie, car elle cessa de me tourmenter. Ah. Eh bien, je pense tout de même que vous devriez lui donner de vos nouvelles, afin qu'elle puise des forces dans l'espoir. Je m'en occuperai. Dès mon arrivée à Jamp, Ketriken connaîtrait sûrement quelques moyens pour contacter Burich. Je pourrais lui envoyer une note brève, pas trop explicite, au cas où il serait intercepté. Je lui demanderais d'annoncer à Molly que j'étais vivant, que j'allais revenir. Mais comment lui faire parvenir ce message? Allongé dans le noir, je réfléchis. J'ignorais où habitait Molly, mais Brodette le saurait peut-être. Cependant, je ne pourrais envoyer mon message par son biais sans que Patience soit au courant. Non, ni l'une ni l'autre ne devaient être dans le secret. Tant il devait bien y avoir quelqu'un que Burich et moi connaissions, quelqu'un de confiance. Pas Imbre. Je pouvais me fier à lui, mais nul ne saurait où le trouver, même sous son vrai nom. Quelque part dans la grange, un cheval heurta du sabot la paroi de son box. Vous êtes bien silencieux, murmura Astérie. Je réfléchissais. Je ne voulais pas vous inquiéter. Vous ne m'avez pas inquiété, vous m'avez seulement donné matière à réflexion. Ah. Une pause. Que j'ai froid. Moi aussi, mais il fait encore plus froid dehors. Ce n'est pas pour ça que j'ai plus chaud. Prenez-moi dans vos bras. Ce n'était pas une prière. Elle se mussa contre ma poitrine, la tête sous mon menton. Elle sentait bon. Comment les femmes font-elles pour toujours sentir bon? Gauchement, je la serrais contre moi. Heureux de sa chaleur, mais gêné de la sentir si près de moi. Ça va mieux, fit-elle avec un soupir. Son corps se détendit contre le mien. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de prendre un bain, ajouta-t-elle. Moi aussi.
Je ne veux pas dire par là que vous sentez mauvais, se reprit-elle. Merci, répondis-je d'un ton un peu aigre. Vous dérange si je m'endors? Allez-y. Elle posa une main sur ma hanche. Si vous ne voyez rien de mieux à faire. Je pris une inspiration hachée. Molly, me dis-je. Astérie était si chaude, si près de moi, et elle sentait si bon. Pour elle, Ménestrel, sa suggestion n'engageait à rien. Et au fond, pour moi, qu'était Molly? Je vous l'ai dit, je suis marié. Et elle vous aime, et vous aussi vous l'aimez. C'est visible. Mais c'est nous qui sommes ici, et qui avons froid. Si elle vous aime à ce point, refuserait-elle un peu de chaleur et de bien-être par une nuit si froide? Non, sans difficulté, je me forçai à réfléchir à sa question, puis je souris. Non seulement elle me le refuserait, mais en plus elle m'arracherait la tête. Ah! Astérie étouffa un éclat de rire contre ma poitrine. Je vois. Avec douceur, elle s'écarta de moi. J'aurais voulu la retenir. Dans ce cas, peut-être vaut-il mieux dormir, en effet. Dormez bien, Fitz. Ce que je fis, mais pas tout de suite, et non sans regret. Le vent se leva pendant la nuit, et quand les portes de la grange furent déverrouillées au matin, une couche de neige fraîche nous attendait au dehors. Je craignais que nous n'eussions de graves difficultés avec les chariots si elles s'épaississaient encore. Mais Nick paraissait confiant et plein d'entrain en nous faisant remonter sur nos véhicules. Il fit des adieux chaleureux à sa compagne, et nous nous remîmes en route. Il nous fit quitter le hameau par un chemin différent de celui que nous avions suivi pour y arriver. Celui-ci était plus accidenté, et par endroits la neige y était tant amoncelée que le corps des chariots y traçait une ornière. Astérie nous escorta une partie de la matinée, jusqu'au moment où Nick envoya un homme lui demander si elle voulait l'accompagner. Elle le remercia joyeusement de l'invitation et le suivit promptement. En début d'après-midi, nous retrouvâmes la route. Il me semblait que nous n'avions pas gagné grand-chose à l'éviter si longtemps. Mais Nick avait sans doute ses raisons, fût-ce simplement qu'il ne souhaitait pas créer une piste trop rebattue qui conduisit à sa cachette. Ce soir-là, l'abri fut sommaire, quelques masures délabrées au bord de la rivière. Leur toit de chaume en partie éventré laissait pénétrer la neige, qui s'était aussi glissée, poussée par le vent, sous les portes. Les chevaux, eux, n'avaient pour se protéger que le côté sous le vent des bâtisses. Nous allâmes les abreuver à la rivière, et chacun reçut une portion de grain. Mais ils durent se passer de paille. En compagnie d'Œil de Nuit, j'allais chercher du bois, car les réserves près des cheminées étaient suffisantes pour cuisiner, mais pas pour tenir les feux toute la nuit. Comme nous descendions vers la rivière, je songeais au changement qui était intervenu entre le loup et moi. Nous parlions moins, mais il me semblait avoir plus conscience de lui qu'autrefois. Peut-être la parole était moins nécessaire. Et puis, nous n'étions plus non plus les mêmes qu'avant notre séparation. Quand je le regardais aujourd'hui, je voyais le loup avant de voir mon compagnon. Je crois que tu commences enfin à me respecter comme je le mérite. Il y avait de la taquinerie, mais aussi de la sincérité dans sa déclaration. Il apparut soudain au milieu d'une fourrée à ma gauche, franchit la piste d'un bond souple et disparut. Je ne sais comment parmi de basses dunes de neige et des buissons aux branches nues. Tu n'es plus un bébé, c'est vrai. Nous ne sommes plus des bébés ni l'un ni l'autre. Nous nous en sommes aperçus tous les deux pendant ce voyage. Tu ne te considères plus comme un enfant. Je réfléchis à cette affirmation, tout en avançant lourdement dans la neige. Je ne savais pas au juste à quel moment j'avais jugé que j'étais un homme et plus un adolescent, mais Œil de Nuit avait raison. Un instant, j'éprouvai un curieux sentiment de regret en songeant à ce gosse disparu, au visage lisse, à la bravoure désinvolte. Je crois que l'adolescent que j'étais valait mieux que l'homme que je suis, dis-je avec tristesse. Attends d'en avoir fait l'expérience assez longtemps. Tu en jugeras ensuite, répondit le loup. La piste que nous suivions n'était guère plus large qu'une carriole,
et ne se distinguait du reste du paysage que comme un odin blanc où n'apparaissait nul buisson. Le vent sculptait la neige en dunes et en congères. Je marchais face à lui, et son rude baiser ne tarda pas à me brûler le front et le nez. La région n'était pas très différente de celle que nous avions traversée les jours précédents, mais, à m'y promener à pied, sans bruit, seulement accompagné du loup, j'avais l'impression de me trouver dans un autre monde. Nous parvâmes enfin à la rivière. Sur la berge, j'observais la rive d'en face. Elle était gelée par endroits, et les enchevêtrements de morceaux de bois qui descendaient de temps en temps au fil de l'eau étaient alourdis de glace, sale et de neige. Le courant était fort, comme l'indiquait la vitesse avec laquelle il passait, et je tentais de m'imaginer la rivière entièrement bâclée, mais en vain. Au loin, sur l'autre rive, s'élevaient des piémonts couverts de conifères, au pied desquels s'ouvrait une plaine piquée de chênes et de saules qui couraient jusqu'à la rivière. Je songeais que l'eau avait dû bloquer la progression des incendies de naguère, et je me demandais si le côté où je me tenais avait été aussi boisé que celui d'en face. Regarde, gronda Œil de Nuit d'un ton de regret. Je sentis la chaleur de sa faim en apercevant un grand cerf venu boire. Il perçut notre présence et leva sa tête garnie d'andouillets, mais il nous considéra calmement, sachant qu'il ne risquait rien. Les visions de viande fraîche qui tournaient dans l'esprit d'Œil de Nuit me firent venir l'eau à la bouche. La chasse sera bien meilleure de l'autre côté. J'espère. D'un bond, il descendit dans le lit de la rivière et se mit à la remonter sur les graviers et les rochers couverts de neige. Je le suivis avec moins de grâce et ramassai des bouts de bois en chemin. Le chemin que nous empruntions, était plus caouteux que la rive, et le vent plus mordant, chargé de l'humidité du cours d'eau. J'observais Œil de Nuit qui trottait en avant de moi. Il ne se déplaçait plus comme avant. Il avait perdu beaucoup de sa curiosité de louveteau. Le crâne de cerf qui aurait naguère exigé un humage consciencieux se voyait aujourd'hui simplement retourner du museau pour s'assurer que ce n'était plus que de l'eau sec, et c'est sans se perdre en crochets inutiles qu'il allait d'un tas de bois flotter à l'autre pour voir si du gibier ne s'y cachait pas. Il examina aussi le flanc de la rive et attrapa un petit rongeur qui s'était risqué hors de son terrier. Il affouilla brièvement l'entrée du trou, puis y enfonça le museau pour renifler longuement. Enfin, convaincu qu'il n'y avait pas d'autre occupant à dénicher, il reprit ses recherches. Tandis que je le suivais, je scrutais la rivière. Et plus je la regardais, plus je la trouvais impressionnante. Elle était profonde et puissante. Preuve en était les immenses troncs aux racines emmêlées qui tournoyaient dans le courant. La tourmente avait-elle été plus violente en amont pour arracher de tels géants, bien l'eau avait-elle lentement sapé leurs fondations au point de les abattre. Œil de Nuit continuait de courir devant moi, et par 2 fois encore, je le vis bondir pour clouer au sol un rongeur. J'ignorais ce qu'étaient ces animaux. Ils ne ressemblaient pas tout à fait à des rats, et leur fourrure luisante paraissait indiquer qu'ils passaient une partie de leur vie dans l'eau. La viande n'a pas vraiment besoin d'un nom, observa Œil de Nuit, d'un ton mi-figue mi-raisin. Je ne pus que tomber d'accord avec lui. Il jeta joyeusement sa proie en l'air et la rattrapa en plein vol. Il secoua férocement le petit cadavre, puis le lança de nouveau tandis qu'il dansait sur les pattes arrière pour s'en emparer. L'espace d'un instant, je me sentis contaminé par le plaisir simple qu'il éprouvait. Il savourait sa bonne chasse, la viande qui allait lui remplir le ventre et le temps dont il savait disposer pour la manger sans être dérangé. Cette fois-ci, la bestiole me passa au-dessus de la tête. Je sautai pour l'attraper, le petit corps flasque, et le relancer encore plus haut. Le loup bondit, le saisit impeccablement, puis il s'accroupit dans la neige et me mit au défi de le poursuivre. Je lâchai ma brassée de bois et me jetai sur lui. Il m'évita sans difficulté, puis revint sur moi et passa en trombe auprès de moi, juste hors de portée de mes mains, pour me narguer, alors que je me précipitais sur lui. Hé! Nous interrompîmes notre jeu et je me relevai lentement. Un des hommes de Nick se tenait plus loin sur la rive et nous regardait fixement, son arc à la main. Ramasse du bois et reviens, ordonna-t-il.
Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais ne vis nulle part la raison de notre ton nerveux. Néanmoins, je récupérai ma brassée de bois et repris la direction des masures. Je trouvai Caudron en train d'étudier un manuscrit à la lumière du feu, sans prêter la moindre attention à ceux qui essayaient de cuisiner. Que lisez-vous lui demandai-je. Les textes de Cabal Leblanc, un prophète de l'époque kimoalienne. Je haussai les sourcils. Tout cela ne m'évoquait rien. Grâce à ses conseils, un traité a été signé qui mettait fin à un siècle de guerre et qui a permis à 3 peuples de n'en faire plus qu'un. Le savoir a été partagé, de nombreuses plantes comestibles, qui ne poussaient que dans les vallées méridionales du Kimoala, sont devenues d'usage courant, telles le gingembre ou l'avoine de Kim. Et c'est un seul homme qui a fait tout ça? Un seul, oui. 2 peut-être, si l'on compte le général qui l'a convaincu de vaincre sans détruire. Tenez, il parle de lui ici. Daralès fut le catalyseur de son temps, l'homme qui changea les cœurs et les existences. Il vint non pour être lui-même un héros, mais pour susciter le héros chez les autres. Il vint non pour accomplir des prophéties, mais pour ouvrir la porte à de nouveaux avenirs. Telle est toujours la tâche du catalyseur. Plus haut, il écrit que chacun d'entre nous peut être le catalyseur de son temps. Qu'en pensez-vous, Tom? Que je préfère être berger, répondis-je avec une sincérité non feinte. Catalyseur, c'est pas un terme que je chérissais. Cette nuit-là, je dormis avec œil de nuit près de moi. Caudron ronflait doucement non loin de nous, tandis que les pèlerins se serraient les uns contre les autres à l'autre bout de la cheminée. Astérie avait préféré dormir dans l'autre cahute en compagnie de Nick et de certains de ses hommes. Pendant quelque temps, les rafales de vent m'apportèrent le son de sa harpe et de sa voix. Je fermai les yeux en essayant de rêver de Molly. Mais c'est un village de cerfs incendié que je vis, à l'instant où les pirates rouges s'en allaient. Je me joignis à un jeune garçon qui mettait à la voile dans le noir pour emboutir le flanc d'un des navires rouges. Il jeta une lanterne allumée sur le pont, puis un seau d'huile de poisson de mauvaise qualité, dont les pauvres gens se servent pour alimenter leurs lampes. La voile du bâtiment s'embrasa alors que l'adolescent s'éloignait. Derrière lui s'élevèrent les malédictions et les hurlements des hommes en proie aux flammes. Je demeurai avec lui cette nuit-là, et je vécus son triomphe amer. Il ne lui restait plus rien, ni famille, ni logis. Mais il avait fait couler un peu du sang de ceux qui avaient fait couler le sien. Et je ne comprenais que trop bien les larmes qui brouillaient son sourire.